Desicovelise, il faut que je vous dise quelque chose. Quelqu'un vous empoisonne. Voilà ton café. Parfait. Il ne lui restait que 3 jours à vivre. Et il n'en savait rien. Les médecins avaient un nom pour ce qui était en train d'arriver à son organisme. Les résultats des analyses le décrivaient dans un langage froid, précis, clinique. Mais le plus terrifiant, c'était que le poison ne venait pas d'un inconnu. Chaque matin, il était mélangé à son café par la femme qu'il s'apprêtait à épouser. Voici l'histoire d'Antoine Delcourt, milliardaire parti de rien, d'un homme qui avait accordé sa confiance trop profondément, et d'une jeune fille de 12 ans qui risqua tout pour lui dire la vérité. Le matin où tout commença, Antoine était en retard. Il traversait son appartement en duplex du 16e arrondissement de Paris, comme il traversait tout le reste de son existence. Vite, avec assurance. Toujours une étape devant le prochain problème. Il boutonnait sa chemise en descendant le couloir. Sa sacoche avait été préparée la veille. Son esprit était déjà plongé dans la première réunion de la journée. Il avait bâti un groupe valorisé à 200 millions d'euros en refusant de gaspiller la moindre minute. Et ses matinées ne faisaient pas exception. Dans la cuisine flottait l'odeur du café fraîchement préparé et d'une viennoiserie qui réchauffait au four. Claire était déjà debout. C'était la première chose que les gens remarquaient en chez elle. Elle était toujours déjà prête. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés. Son peignoir de soie tombait parfaitement sur ses épaules. Elle se tenait avec cette élégance que l'on ne possède pas naturellement, mais que l'on travaille, comme tout le reste chez elle. Elle lui tendit sa tasse avec un sourire qui, jusque-là, avait toujours semblé atteindre ses yeux. Tu allais encore partir sans ton café? Antoine rit. Il l'embrassa sur la joue, attrapa sa sacoche et ses clés, puis se dirigea vers l'ascenseur privatif qui menait au parking sans se retourner. Il ne vit pas Claire rester devant la baie vitrée et suivre du regard la voiture qui quittait l'immeuble. Il ne la vit pas glisser la main dans la poche de son peignoir, en sortir une petite fiole de verre, à peine plus grande qu'un échantillon de parfum, puis la ranger discrètement dans un tiroir de la cuisine. Il n'avait jamais rien remarqué. C'était précisément ce sur quoi elle comptait. Antoine Delcourt avait créé son entreprise dans un bureau loué à la périphérie de Paris, avec 3 salariés et un vieux bureau acheté 40 € sur un site de petites annonces. 12 ans plus tard, le groupe Delcourt possédait des participations dans l'immobilier, le capital investissement et les nouvelles technologies, en France et dans plusieurs pays européens. Son nom figurait en lettres d'acier et de verre sur 4 immeubles. Son visage avait fait la couverture de 2 grands magazines économiques nationaux. Mais depuis 3 mois, quelque chose se dégradait silencieusement à l'intérieur de son corps. Tout avait commencé par la fatigue. Pas cette saine lassitude que l'on ressent après une longue journée de travail. C'était autre chose. Une lourdeur qui s'abattait sur lui sans prévenir, comme si une main invisible appuyait au centre de sa poitrine. Il lui arrivait, en pleine réunion du conseil d'administration, de sentir la pièce basculer légèrement. Le matin, il devait parfois attendre 1 minute entière avant que sa vision ne redevienne nette. Son cœur s'emballait sans raison, puis ralentissait brutalement, comme un moteur qui tousse avant de repartir. Il avait consulté son médecin, puis un cardiologue. Les examens n'avaient rien révélé de définitif. Des marqueurs de stress élevés, un rythme cardiaque légèrement irrégulier. Rien qu'on ne puisse attribuer à un homme dirigeant un groupe de 200 millions d'euros tout en préparant son mariage. Réduisez les déplacements, lui avait-on conseillé. Dormez davantage. Alors Antoine avait écouté. Il rentrait plus tôt. Il ne répondait plus aux appels professionnels après 21 heures. Et il s'était reposé sur Claire comme jamais auparavant. Claire était toujours là. Elle possédait cette compétence tranquille qui donnait à chacun l'impression d'être pris en charge. Les soirs où il restait chez lui, elle préparait le dîner. Elle s'asseyait près de lui sur la terrasse et lui répétait que les hommes vraiment forts savaient reconnaître le moment de ralentir. Lorsqu'il disait sentir une pression dans la poitrine, elle prenait sa main et le regardait avec des yeux si pleins de tendresse que cela en devenait douloureux. Ça va aller, lui murmurait-elle. Non, ça n'allait pas aller. Mais il n'avait aucun moyen de le savoir. Maya avait 12 ans. Elle était la fille d'Aïssata Diop, qui travaillait depuis 7 ans comme gouvernante générale chez Antoine. Maya avait grandi en passant ses vacances scolaires et certains week-ends dans cet appartement. Elle faisait ses devoirs sur la grande table de la cuisine, lisait dans un coin de la buanderie et traversait les vastes couloirs comme une petite ombre silencieuse. La plupart des employés avaient en fini par ne plus faire attention à elle. Elle se déplaçait trop discrètement pour qu'on remarque sa présence. Elle ne demandait jamais rien et parlait rarement si on ne s'adressait pas directement à elle.
Les adultes disaient qu'elle était bien élevée, ce qui signifiait surtout qu'elle savait se fondre dans le décor sans se plaindre. Mais Maya voyait tout. Elle avait toujours été observatrice. Non par curiosité déplacée, mais à cause de quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une habitude d'attention qu'elle avait développée très tôt. Elle remarquait les détails minuscules. La manière dont les épaules de quelqu'un se raidissaient en entrant dans une pièce où cette personne ne se sentait pas en sécurité. La façon dont un sourire pouvait rester sur un visage une demi-seconde de trop avant d'atteindre les yeux. La différence entre un silence ordinaire et un silence qui cachait quelque chose. Depuis plusieurs semaines, elle observait Claire. Tout avait commencé un matin où elle était passée devant la cuisine avant l'arrivée de sa mère. Claire était seule. Elle avait envoyé les 2 employés présents acheter quelque chose à la boulangerie, avec cette autorité naturelle propre aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'être interrogées. Elle se tenait devant le plan de travail, dos au couloir. Le café d'Antoine était déjà versé. Maya regarda par l'entrebâillement de la porte. Elle vit Claire sortir un petit récipient de la poche intérieure zippée de son peignoir. Une poudre blanche, si fine qu'elle semblait presque disparaître dans l'air avant de toucher la surface du café. 2 petites doses parfaitement mesurées. Puis un lent mouvement de cuillère, délibéré, précis. Claire se retourna ensuite. Son expression se transforma à mesure qu'elle avançait, comme si elle remettait un masque en place. Puis elle emporta la tasse vers le couloir, où Antoine viendrait la prendre. Maya resta immobile longtemps après son départ. Elle se répéta que ce devait être des vitamines, un complément alimentaire, quelque chose de naturel. Claire faisait attention à sa santé. Ce n'était probablement rien. Tout allait probablement bien. Le lendemain matin, Maya regarda de nouveau. Même heure, même rituel, 2 doses mesurées, le même mouvement lent de la cuillère. Elle observa la scène 6 matins en tout. Elle ne dit rien à personne. Elle avait 12 ans. La femme qu'elle surveillait allait devenir l'épouse d'Antoine Delcourt. Elle-même n'était que la fille d'une employée. Personne n'avait besoin de lui expliquer à quel point cette différence comptait. Mais le 7e matin, elle vit Antoine boire son café en 3 gorgées rapides, parce qu'il était en retard. Puis elle le vit poser brièvement la main sur son sternum, la paume bien à plat, comme lorsqu'une douleur soudaine vous serre la poitrine. Il ne dit rien. Il attrapa sa sacoche et poursuivit son chemin. Maya prit sa décision. Pas immédiatement. Après le départ d'Antoine, elle resta longtemps dans le couloir, retournant la situation dans son esprit, l'examinant sous tous les angles, comme on le fait lorsqu'on connaît déjà la réponse mais qu'on redoute ce qu'elle va nous coûter. Elle pensa au travail de sa mère, à la sécurité que cet emploi leur apportait, à leur loyer, aux factures, à tout ce qui dépendait de ce salaire. Elle pensa à la manière dont les adultes souriaient parfois aux enfants qui osaient en parler, avant de rendre discrètement la vie de leurs parents beaucoup plus difficile. Puis elle imagina Antoine Delcourt disparaître de ce monde en sachant qu'elle n'avait rien dit. Cette idée lui parut pire que toutes les autres. Elle le trouva dans le parking souterrain, assis au volant de sa voiture, le moteur déjà en marche. Monsieur Delcourt. Il baissa la vitre et la regarda surpris. Maya ne venait presque jamais lui parler directement. Bonjour Maya, je suis désolé, je suis vraiment en retard. Quelqu'un vous empoisonne? Le moteur continua de tourner. Tous deux restèrent immobiles dans cet espace de béton, séparés par le ronronnement sourd de la voiture. Antoine contempla cette jeune fille de 12 ans, vêtue de son pull d'uniforme scolaire, les cheveux attachés en longues tresses et le regard stable, sans ciller. Pendant quelques secondes, il fut incapable de répondre. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» « Madame Claire, répondit-elle. Sa voix dépassait à peine le murmure, mais elle ne tremblait pas. Tous les matins, elle met quelque chose dans votre café avant que vous arriviez. Je l'ai vu le faire 6 fois. Elle attend que les autres employés soient partis. Elle garde le produit dans un petit récipient, à l'intérieur de son peignoir. C'est une poudre blanche. Antoine ne dit rien. Maya glissa la main dans la poche avant de son pull et déposa une feuille pliée sur le capot de la voiture. Puis elle recula. Antoine sortit du véhicule et prit la feuille. 7 entrées, des dates, des horaires, une description précise du récipient, la quantité approximative, la direction de chacun des gestes de Claire. Cela ressemblait moins aux notes d'une enfant qu'aux relevés minutieux de quelqu'un qui avait parfaitement compris la gravité de ce qu'il consignait. Antoine leva les yeux. Maya repartait déjà vers l'ascenseur, la tête légèrement baissée, d'un pas calme. Antoine resta assis dans le parking pendant 11 minutes sans bouger. Il ne remonta pas chez lui. Il n'appela pas Claire. Il resta les mains posées sur le volant, les yeux fixés sur les 7 lignes soigneusement écrites par une enfant qui avait vu ce que personne d'autre n'avait pris la peine de regarder. Puis il se rendit au siège de son groupe, ferma la porte de son bureau à clé et appela Romain.
Romain Cazeneuve n'était pas l'employé le plus visible d'Antoine. Il n'assistait pas aux réunions ordinaires, et son nom ne figurait sur aucun organigramme public. Ancien officier du renseignement, il avait travaillé pendant 15 ans dans des services et sur des opérations qu'il n'était contractuellement pas autorisé à évoquer. Antoine l'avait recruté 4 ans plus tôt, avec un salaire à la hauteur de son expertise considérable et de sa discrétion absolue. « Je veux que la cuisine de mon domicile soit inspectée, » lui dit Antoine. « Tout doit être analysé. Et je veux les enregistrements de vidéosurveillance des 30 derniers jours. » Un bref silence suivit. « Ah, pour quand ?»« À Tia. » À midi, Romain avait récupéré les images d'une caméra installée au-dessus de la cuisine lors de travaux réalisés 2 ans plus tôt. Personne ne les avait jamais consultés. L'angle était large. L'image était nette. L'horodatage précis. Claire apparaissait à l'écran. Le récipient. La poudre. Le café. Antoine regarda la séquence 4 fois en présence de Romain sans prononcer un mot. La 4e fois, il ne regarda plus ses mains. Il observa son visage, son calme, son aisance. La façon dont elle transportait sa tasse avec la même expression que lorsqu'elle arrangeait un bouquet de fleurs ou lisait un roman. La comédie était si totale, si parfaitement maîtrisée, qu'Antoine ne parvenait plus à rapprocher la femme de l'écran de celle qui lui tenait la main sur la terrasse et l'appelait l'amour de sa vie. C'est à cet instant qu'il comprit qu'il ne l'avait jamais connue. Les résultats du laboratoire arrivèrent 48 heures plus tard. Les résidus prélevés dans la tasse d'Antoine et dans le récipient récupéré par Romain contenaient de fortes concentrations d'un médicament cardiaque, un bêta-bloquant. Après avoir étudié le dosage, le cardiologue resta silencieux quelques secondes. Puis il parla sans hésitation. Aux quantités administrées par Claire, Antoine aurait subi un accident cardiaque mortel dans un délai de 2 à 3 semaines. Les symptômes signalés depuis des mois, la fatigue, les accélérations du rythme cardiaque, les chutes brutales de tension, étaient parfaitement cohérents. L'évolution était cohérente. Tout correspondait. La mort aurait ressemblé à une insuffisance cardiaque naturelle. Un homme fortuné d'une 50aine d'années, présentant des irrégularités cardiaques déjà documentées et soumis à une pression professionnelle extrême. Personne n'aurait posé la moindre question dérangeante. Il lui restait 3 jours. Peut-être moins, compte tenu de l'accumulation progressive du produit dans son organisme. 3 jours. Antoine prit alors une décision qui surprit même Romain. « Je ne bouge pas tout de suite. » Romain l'observa attentivement. « Vous voulez continuer à faire semblant ? Je veux comprendre l'ensemble du dispositif. Qui d'autre est impliqué ? Quelle est la structure exacte du plan ? Je veux tout savoir avant de déplacer la moindre pièce. Vous comprenez ce que cela implique ? » Antoine ne répondit pas. Romain poursuivit. « Vous rentrez chez vous ce soir. Vous dînez avec elle. Vous la laissez croire que ça fonctionne. » Antoine aligna soigneusement le dossier sur son bureau. « Cela fait 2 ans que je dîne avec elle en croyant qu'elle était quelqu'un qu'elle n'est pas. Je pense pouvoir tenir encore quelques semaines. » Il s'y appliqua avec une discipline presque effrayante. Il rentra chez lui en paraissant plus fatigué que d'habitude, le teint plus gris, les gestes plus lourds. Un soir, pendant le dîner, il expliqua que les examens montraient des anomalies cardiaques de plus en plus préoccupantes. Il ajouta qu'il commençait réellement à avoir peur, et il observa le visage de Claire. Il la vit tendre la main vers la sienne. « Je vais m'occuper de tout, » lui promit-elle. « Tu es entouré de gens qui t'aiment. » Ses yeux étaient doux, limpides, et parfaitement vides. Chaque soir, une fois Claire endormie, Romain lui transmettait de nouveaux éléments. Il fallut 9 jours pour reconstituer l'ensemble. La piste menait à une messagerie chiffrée installée sur un téléphone secondaire enregistré sous une fausse identité. Ce téléphone communiquait avec un homme nommé Julien Maréchal. Antoine connaissait Julien depuis 11 ans, ancien associé. Un homme qui s'était tenu à ses côtés dans les salles de conseil, qui avait défendu des projets avec lui et partagé plusieurs réveillons à sa table. 3 ans plus tôt, Antoine avait racheté ses parts. Une décision nécessaire, douloureuse mais propre, après un profond désaccord sur l'orientation du groupe. Julien était parti avec une indemnité généreuse, et ce qu'Antoine avait pris pour une absence de rancune. En réalité, Julien était parti avec un plan. Les échanges entre Claire et lui s'étalaient sur 8 mois. Claire avait été présentée à Antoine par une connaissance commune. Romain confirma que cet intermédiaire était rémunéré par Julien. La relation entière avait été organisée depuis leur premier dîner. Le but était simple, comme le sont souvent les projets les plus monstrueux. Claire devait épouser Antoine. Après sa mort, elle toucherait les 40 millions d'euros d'une assurance vie dont il l'avait désignée bénéficiaire. Elle récupérerait également, grâce à un dispositif successoral préparé pour leur mariage, une part suffisante des actions pour prendre le contrôle du groupe Delcourt. Ils avaient un avocat. Ils avaient préparé les documents. Ils avaient rédigé le récit qui serait présenté après le décès.
Ils avaient en pensé à tout, sauf à Maya. Antoine appela Julien personnellement. Sa voix était chaleureuse, détendue, celle d'un homme prêt à dépasser les vieilles rancœurs. Les problèmes de santé, expliqua-t-il, avaient le don de remettre les priorités en place. Il voulait reconstruire leur relation. Il avait une idée d'investissement. Rien d'officiel. Un simple dîner entre vieux amis. Julien accepta en moins de 20 minutes. Évidemment qu'il accepta. L'équipe de Romain installa dans la salle à manger des dispositifs audio et vidéo couvrant 4 angles. Le matériel fut parfaitement intégré au décor, invisible à l'œil nu. 2 officiers de police judiciaire, informés par le parquet, se tinrent prêts dans un véhicule banalisé stationné à moins de 100 mètres de l'immeuble. Les images de la cuisine, les résultats du laboratoire, les conversations chiffrées, les preuves de la fausse présentation, les documents préparés avec l'avocat, tout avait été rassemblé dans une chemise mince qu'Antoine portait à l'intérieur de sa veste, comme une respiration retenue. Claire avait dressé la table avec soin, des bougies, une nappe blanche, une excellente bouteille de Bordeaux. Elle avait préparé un carré d'agneau, l'un des plats préférés d'Antoine, qu'il n'avait presque plus la force de manger depuis quelque temps. Il comprit qu'elle célébrait déjà, à sa manière, discrètement, en comptant les jours. Julien arriva avec une bouteille de champagne et une poignée de main qui dura une fraction de seconde de trop. Ils mangèrent bien. La conversation fut fluide. Antoine raconta une anecdote des débuts du groupe, lorsqu'il dormait dans son bureau et avait failli perdre son premier gros contrat. Julien rit au bon moment. Claire remplit les verres et posa parfois la main sur le bras d'Antoine avec une tendresse qui, maintenant qu'il voyait clairement les choses, ressemblait moins à de l'amour qu'à une prise d'inventaire. Après la deuxième bouteille, Julien s'adossa à sa chaise avec l'assurance d'un homme convaincu d'avoir déjà gagné. « Tu sais, Antoine, dit-il en faisant lentement tourner son verre, les grandes entreprises survivent à leurs fondateurs. À ce stade, le groupe Delcourt pourrait surmonter n'importe quoi. Peu importe qui détiendrait les actions. Peu importe qui s'assiérait à la tête de la table. Julien. Antoine posa son verre. La flamme des bougies ne vacilla pas. Réfléchis très attentivement à ce que tu vas dire maintenant. Le silence tomba sur la table. La main de Claire s'immobilisa sur le pied de son verre. Julien conserva son sourire exactement 2 secondes de plus qu'il n'aurait dû. Pendant ces 2 secondes, Antoine le vit refaire ses calculs et découvrir, pour la première fois, que les chiffres ne concordaient plus. Antoine sortit la chemise de sa veste et la posa au centre de la nappe blanche. Il ne l'ouvrit pas. Ce n'était pas nécessaire. Résultat d'analyse, dit-il calmement. Enregistrement de la cuisine sur les 30 derniers jours. 8 mois de messages entre vous deux, y compris l'échange où vous parlez du produit et du dosage. Le relevé complet de la manière dont Claire m'a été présentée et de l'identité de la personne qui a organisé cette rencontre. Le document qui décrit votre accord. Il marqua une pause. Le nom de votre avocat figure sur la dernière page. Le visage de Julien se vida de toutes couleurs, comme si quelqu'un avait tiré sur un fil invisible. Claire se leva. « Assieds-toi, ordonna Antoine. Elle se rassit. Le silence qui remplissait la pièce était immense. Les bougies continuèrent de brûler. Julien ouvrit 2 fois la bouche sans parvenir à produire le moindre son. Claire fixait la nappe avec la même immobilité composée, presque irréelle, que chaque matin lorsqu'elle versait du poison dans le café d'Antoine avant de l'embrasser pour lui dire au revoir. Antoine comprit alors que cette froideur n'était pas un rôle qu'elle avait appris à jouer pour lui. C'était simplement ce qu'elle était. Les policiers entrèrent dans l'appartement moins de 4 minutes plus tard. Julien tenta de parler. C'est un malentendu. Antoine a toujours eu tendance à se méfier de tout le monde. Avec la pression qu'il subit, c'est sûrement un symptôme de... Romain apparut dans l'encadrement de la porte. Julien se tut. Claire, elle, ne dit rien. Elle se laissa relever de sa chaise, puis conduire à travers l'entrée de l'appartement dont elle avait prévu d'hériter. Elle ne regarda pas Antoine une seule fois. Ce n'était ni par culpabilité ni par honte. C'était quelque chose de plus inquiétant encore. L'indifférence absolue d'une personne pour qui la partie venait simplement de se terminer. Antoine resta dans l'encadrement de la salle à manger bien après le départ des véhicules de police. Les bougies brûlaient toujours. Les verres étaient à moitié pleins. Et pour la première fois depuis des mois, sa poitrine ne lui semblait plus comprimée. 3 jours plus tard, Antoine s'assit avec Maya et sa mère dans la cuisine. Il avait organisé la rencontre convenablement. Il avait adressé une demande officielle à Aïssata, avec le respect et le sérieux que la situation méritait. Car il comprenait désormais, même s'il n'était pas encore parvenu à se le formuler entièrement, que la conversation dans le parking, ce bref échange immobile et terrifiant, n'était pas un détail secondaire de cette histoire. C'était toute l'histoire. Aïssata se tenait près du plan de travail, le dos droit,
visiblement incertaine de l'attitude à adopter dans un moment pareil. Maya était assise à la table de la cuisine, ses cahiers ouverts devant elle. Elle leva les yeux quand Antoine entra, avec la même expression calme et sans artifice qu'elle portait toujours. « Je voulais te remercier, dit-il. » Elle réfléchit un instant, comme si elle se demandait si cette phrase appelait réellement une réponse. « Je vous ai seulement dit la vérité. Tu aurais pu ne rien dire. Tu as 12 ans. Tu aurais pu décider que ce n'était pas ton problème. » Maya baissa brièvement les yeux vers la table, puis releva la tête. « J'y ai pensé. » Il n'y avait aucune mise en scène dans sa voix. « J'y ai pensé pendant plusieurs jours. Mais je revenais toujours à la même question. Et si personne ne lui dit rien? Et si, un matin, il meurt tout simplement? Moi je savais. Je savais, et je n'aurais rien dit parce que j'avais peur de ce qui pourrait m'arriver. » Elle marqua une pause. Ça m'aurait donné l'impression d'être lâche. Et je ne voulais pas vivre avec ça. Antoine resta silencieux. Il regarda Aïssata. Elle avait posé une main sur sa poitrine et contemplait sa fille avec une expression où se mêlaient la peur rétrospective, le bouleversement et une fierté presque insoutenable. « Je veux financer les études de Maya, » déclara Antoine. « Toutes ses études, chaque année, jusqu'à la fin de son cursus universitaire. Quelle que soit la voie qu'elle choisira, quel que soit l'établissement qu'il acceptera. Tous les frais seront pris en charge, sans aucune condition. » Il s'interrompit. « Et je veux offrir un nouveau logement à votre famille. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas un geste symbolique. C'est la plus petite part de ce qui lui est réellement dû. » Aïssata porta ses deux mains à sa bouche. Maya continua de regarder Antoine. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Non, reconnut-il. Je ne suis pas obligé. C'est précisément pour cette raison que je veux le faire. » Elle soutint son regard pendant quelques secondes, comme dans le parking, sans agitation, sans effondrement, avec cette attention calme, ferme et certaine. Puis elle hocha une fois la tête et se replongea dans ses cahiers, comme si la question était réglée et qu'elle avait un contrôle à préparer. 6 mois plus tard, Antoine se tenait sur la terrasse du siège du groupe Delcourt et contemplait Paris. La procédure pénale suivait son cours. L'avocat de Julien avait négocié une coopération avec le parquet. Claire, elle, n'avait presque rien dit depuis son arrestation et continuait de garder le silence, ce qui compliquait chaque jour davantage le travail de sa propre défense. L'entreprise était solide, plus solide même qu'avant. Antoine avait profondément remanié le conseil d'administration. Les nouveaux membres avaient été examinés avec un niveau de rigueur qu'il n'avait jamais appliqué auparavant aux personnes de son cercle intime. Il avait changé de cabinet d'avocat, mis en place une nouvelle organisation de sécurité, et retrouvé une vision claire de ce qu'il voulait construire, pour qui et pour quelles raisons. Cette clarté avait remplacé le bruit permanent de l'ambition par quelque chose de plus calme et de plus durable. Lui aussi avait changé, d'une manière plus difficile à définir. Il avait toujours cru que son instinct était infaillible. Il pensait que les qualités qui lui avaient tant permis de bâtir un empire pouvaient ne s'appliquer sans difficulté à la confiance et aux relations humaines. Il savait maintenant que c'était faux. La confiance était une discipline à part entière. Elle exigeait d'autres instruments. Les mensonges les plus dangereux n'étaient pas ceux qui contredisaient ce que l'on savait. C'étaient ceux qui confirmaient ce que l'on avait envie de croire. Il pensait à Maya. Souvent, il se souvenait de sa présence dans le parking, de son immobilité, de la feuille qu'elle avait posée sur le capot de la voiture, avec 7 dates inscrites d'une écriture appliquée. Il se souvenait qu'elle avait eu peur, et qu'elle avait parlé malgré tout. Elle avait compris le prix de sa décision. Pourtant, elle n'avait pas calculé ce que la vérité risquait de lui coûter. Elle avait pensé à ce que son silence coûterait à quelqu'un d'autre. Antoine avait passé toute sa vie d'adulte entouré de personnes qui plaçaient d'abord leurs propres intérêts. Certaines le faisaient ouvertement. D'autres, comme Claire et Julien, avec une sophistication telle que leurs calculs pouvaient passer pendant des années pour de l'affection ou de la loyauté. Et puis il y avait eu une jeune fille de 12 ans, vêtue d'un pull d'écolière, debout dans un parking froid. Elle lui avait dit la vérité parce qu'elle n'aurait pas pu vivre avec elle-même si elle s'était tue. Ce genre de courage n'augmente pas avec la richesse. Il n'a aucun rapport avec le niveau d'études, la position sociale ou la réussite professionnelle. Il ne naît ni de l'ambition, ni de l'intelligence, ni d'aucune des forces qu'Antoine avait cultivées tout au long de sa carrière. Chez certaines personnes, il est simplement là. Simple, constant, absolu. C'est la volonté de payer le prix de l'honnêteté lorsque ce prix devient réel. C'était plus rare que l'argent, plus rare que le pouvoir, et c'était la seule chose qui lui avait véritablement sauvé la vie. Si cette histoire vous a ému, pensez à aimer cette vidéo
et à la partager avec une personne qui aurait besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires humaines comme celle-ci. Et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous, afin que nous sachions jusqu'où cette histoire a voyagé. Où que vous soyez dans le monde, vous ne la regardez pas seul. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à choisir de faire ce qui est juste malgré la peur. Maya n'avait ni pouvoir, ni argent, ni statut. Elle n'était qu'une enfant de 12 ans, consciente que ses paroles pouvaient remettre en danger le travail de sa mère et bouleverser toute sa vie. Pourtant, elle a compris que garder le silence aurait pu coûter la vie à un innocent. Là où des adultes influents avaient choisi le mensonge, la manipulation et l'intérêt personnel, elle a choisi la vérité. Son geste nous enseigne que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse, à son métier ou à sa place dans la société, mais à sa capacité à écouter sa conscience lorsque personne ne l'oblige à agir. Dans la vie, nous serons parfois témoins d'une injustice, d'une trahison ou d'une souffrance que les autres préfèrent ignorer. Nous pourrons détourner le regard pour protéger notre confort ou parler, même si notre voix tremble. Une parole sincère, prononcée au bon moment, peut empêcher un drame, sauver une relation, redonner espoir et parfois même sauver une vie. N'oublions jamais que les mensonges les plus dangereux sont souvent ceux qui ressemblent à l'amour, tandis que les vérités les plus précieuses viennent parfois des personnes que l'on remarque le moins. Et vous, auriez-vous eu le courage de parler à la place de Maya ? Racontez-nous votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui nous rappellent la force de l'honnêteté, de la bonté et du courage.